Merci de vous être connectés, de participer. Vous êtes 24 pour l'instant. Je crois que c'est le temps idéal pour regarder un webinar, si vous habitez à Moscou en tout cas, parce qu'on a une belle pluie dehors. Sur la neige, c'est pas terrible. Bref. Donc j'ai destiné ce webinar aussi bien aux étudiants qu'aux professeurs, et je vois que dans la liste il y a des deux, donc c'est parfait. Je ne vais pas parler du format, c'est-à-dire parler de la nature des épreuves et des choses comme ça. Je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà familiers. Avec les grandes lignes de l'examen en tout cas, on va plutôt essayer d'avoir des axes de réflexion sur ce qu'on vous demande et sur des stratégies qu'on peut développer pour réussir donc le DALF avec brio. Voilà. Je vais utiliser un langage simple, donc pas de termes pédagogiques spécifiques, pour que tout le monde comprenne. Voilà, c'est le but premier. Donc on va regarder des points spécifiques qui me semblent, qui sont à mes yeux importants, des points à prendre en compte, parce qu'il y a énormément de choses qui sont demandées pour l'examen. Et donc celui qui s'y lance peut ne pas voir en fait ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc selon mon expérience, je vais vous dire ce que je pense être important de travailler au niveau donc des compétences, des pistes de travail efficaces, fructueuses. Voilà, donc on va essayer, pour ceux qui connaissent bien l'épreuve, on va essayer de l'aborder d'un autre point de vue. Voilà, donc ce webinaire sera moins didactique que celui que j'avais fait la dernière fois, où sur la pédagogie actionnelle, il y avait des vidéos, un temps de réflexion, c'était plus interactif. Celui-ci, je vais vous donner des informations en bloc que vous pouvez réutiliser après. Il y aura aussi des ressources, donc vous inquiétez pas, vous pouvez très bien télécharger ou regarder à nouveau le webinaire et noter les ressources que je vais vous donner, parce que je vais aussi donc vous donner le maximum de ressources pour notamment travailler en autonomie. Voilà. Alors, je vais faire défiler un petit peu ces slides. Déjà le plan. Donc voilà, on va déjà avoir quelques éléments préliminaires. Ensuite, il y aura une grosse partie sur les compétences et les stratégies que j'ai appelées méthodologiques. Les outils langagiers qui vous seront utiles de connaître et d'utiliser. Les avantages du travail de groupe. Voilà. J'ai utilisé donc pour éviter à chaque fois de répéter compréhension orale ou compréhension écrite, il y a une terminologie spécifique qui est celle-ci, qui est très simple. Donc principalement, enfin c'est pas principalement, quand vous passez le DELF ou le DALF, vous avez deux types d'épreuves, les épreuves de réception ou de compréhension, donc qui commencent par un C, et les épreuves d'expression, qui commencent par un E. Donc compréhension, c'est tout écrit, j'ai pas besoin de le répéter. Voilà. Alors, à partir du niveau B2, on estime que l'apprenant doit être maître de son apprentissage, c'est-à-dire pouvoir le prendre en main. Donc il y a des questions importantes à se poser, à savoir est-ce que vous êtes capable, par exemple, de vous faire un emploi du temps? Est-ce que vous êtes capable de savoir combien d'heures vous allez pouvoir consacrer à votre préparation et si vous allez vous y tenir? Il y a une forme de responsabilité qui s'installe. Donc le niveau B2, c'est un niveau d'autonomie. On commence à ne plus être dépendant d'un professeur, donc il faut savoir être son propre maître, j'ai envie de dire. Donc les grandes questions, ce sera ça. Combien d'heures j'ai à consacrer au DALF par semaine? Qu'est-ce que je sais déjà faire bien et qu'est-ce qu'il me manque? Où sont mes lacunes? C'est surtout sur les lacunes qu'il faut travailler parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à travailler ses points forts. Et donc, à notre époque, ce qui y a un défi, c'est aussi de savoir faire le tri dans les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Donc, autant avant, à l'époque des bibliothèques et avant, il y avait une rareté de ressources et ça posait problème. Autant maintenant, le problème, c'est de savoir faire le tri et de choisir les bonnes ressources sur Internet. Donc, c'est ça la question. Est-ce que vous savez juger d'une bonne ressource pour pouvoir l'utiliser? Il y a aussi donc quelque chose de très important, c'est le fait de savoir s'évaluer. On en reparlera sûrement un petit peu après. C'est très difficile de s'auto-évaluer, mais pourtant, si vous travaillez en autonomie, c'est ce que vous devrez faire. C'est-à-dire, vous notez sur certains points. Donc, vous pouvez trouver dans la plupart des manuels
à la fin des chapitres, au début, des grilles d'évaluation, et je vous conseille de les faire, et de vraiment jouer le jeu, et vous notez. Vous notez à certains moments, vous prenez certains repères. Le premier, ce sera le début de votre apprentissage. Après, par exemple, un mi-chemin, vous regardez vos progrès. Et donc là, déjà, vous pouvez savoir dans quelle direction travailler et ce qui vous manque. Et donc, vous faites une série d'évaluations, voilà, au fil du temps. Ça peut être très utile. Il y a aussi quelque chose, c'est savoir demander de l'aide. Si vous sentez que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'aide, il faut savoir mettre son ego de côté et puis contacter des gens qui peuvent vous aider. Ok. Alors, attendez que je ne me perds pas. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais. Donc, de l'utilité de bien connaître une épreuve. Mieux vous connaîtrez l'épreuve, plus vous serez à même de savoir ce qu'il faut travailler. Alors, il faut faire un travail qui est peut-être un peu rébarbatif, peut-être surtout de la part des élèves, c'est-à-dire s'attaquer à un lexique, le lexique compliqué des descripteurs, c'est-à-dire toujours sur ces mêmes manuels, sur Internet, vous pouvez voir une liste de choses qu'on attend de vous, en fait, pour réussir l'examen. Et ça va être composé de termes qui sont assez spécifiques. On va les voir dans le diapo d'après, et on en parlera. Ce que je veux dire, c'est que plus vous connaîtrez ces descripteurs, plus vous pouvez déstructurer un peu la somme de connaissances qu'il faudra acquérir et travailler individuellement, spécifiquement et précisément sur des compétences. Vous saurez à quoi on se réfère et ça vous donnera les moyens de prendre les actions pour pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Alors, on va peut-être voir ça de plus près. Donc, vous avez ici, donc je ne sais pas si vous voyez malheureusement, vous pouvez voir peut-être un petit peu. Vous avez sur la gauche, je vous ai mis des critères qui sont pragmatiques, c'est-à-dire qui concernent la forme des tâches que vous aurez à accomplir. Ça peut être, donc on a le respect de la consigne, on va avoir par exemple la mise en page, on va avoir la cohésion à l'intérieur, la structure, et vous avez les compétences lexicales. Donc ça touchera plus le langage. Donc vous voyez, compétences lexicales, compétences grammaticales, ça c'est donc des descripteurs pour B2 ou C1, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, vous voyez, respecter la consigne, donc bien sûr, les corrections socio-linguistiques, la capacité à présenter des faits, capacité à argumenter une prise de position. Donc ça, c'est vraiment le terme clé, c'est l'argumentation. C'est sur quoi, en tout cas, on va vous juger pour les épreuves de production. La cohérence, la cohésion, c'est-à-dire, on va y revenir après, mais c'est-à-dire à quel point votre texte est compréhensible, lisible et rationnel, j'ai envie de dire, logique. Ok. Donc voilà, compétences et stratégies méthodologiques, c'est un peu pompeux. Ça veut dire comment s'organiser en gros du mieux possible pour l'exécution de chaque étape de ce qu'on va vous demander. Voilà. Donc en gros, comme on l'a dit, vous avez 2 épreuves principales de réception ou de compréhension et 2 épreuves de production. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, ce sont les critères du DALF. Donc comprendre des documents longs et complexes sur une grande gamme de sujets, même non familiers, en réception, et en production, savoir exposer et défendre un point de vue détaillé sur un sujet complexe dans un discours clair et bien structuré. Pour les B2, pour le DELF, on attend un peu moins que ça. Donc voilà, j'ai mis la barre haut. C'est toujours bien de se mettre un peu la barre haut, donc même si vous passez le B2, fixez-vous ces objectifs. Voilà. Alors, par rapport, ici on va traiter en premier des épreuves de réception. Donc je vais vous montrer quelques compétences nécessaires à avoir en ce qui concerne les épreuves de réception. Alors, vous avez toléré l'inconnu. Tolérer l'inconnu, c'est ne pas paniquer quand, par exemple, vous ne connaissez pas un mot. Pendant l'épreuve de compréhension orale, vous allez avoir 2 documents audio, dont un long, qui durera 6 minutes. Je doute que vous connaissiez tous les mots qu'on va employer. Donc, déjà, première chose, tous les mots ne sont pas importants. Tous les mots ne sont pas des mots-clés. Et si vous ne comprenez pas un mot-clé, il faut savoir prendre son mal en patience, parce que vous pouvez le comprendre, par exemple, à la 2e écoute. Ça, c'est une première éventualité.
Et la deuxième éventualité, c'est que vous pouvez vous en faire une idée plus ou moins vague en fonction du contexte. Ce qui aussi m'emmènera à la deuxième compétence. Donc déduire le sens des mots en contexte. Je continue quand même pour tolérer l'inconnu. C'est la même chose si par exemple vous avez un sujet qui vous est pas familier, sur un thème qui vous est pas familier, donc il ne faut pas paniquer. Bon, c'est facile de le dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour un texte écrit, donc on a la chance de pouvoir, la chance, je sais pas, en tout cas, on peut le relire plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on le relira, on va augmenter en fait peu à peu notre degré de compréhension. Et finalement, le mot qu'on connaissait pas, on va peut-être le comprendre. Donc ici, c'est pas deux opportunités qu'on aura comme pour la compréhension orale, ce sera autant qu'on veut. Donc voilà, pour la compréhension écrite, tolérer l'inconnu, ça se gère un peu différemment. Mais donc voilà, pas de quoi paniquer. Déduire le sens des mots en contexte. Donc c'est un petit peu la même chose. Regardez de quoi on parle, et donc ça peut être les intonations par exemple pour les documents audio peuvent vous aider de comprendre le contexte. La troisième chose, faire des hypothèses. Donc ça, c'est une capacité de prédiction. Ça concerne la compréhension orale parce que vous allez déjà recevoir les copies avant d'avoir les questions. Vous allez avoir les questions et vous aurez un temps pour analyser ces questions avant d'avoir les extraits sonores qui vont être joués. Donc, ça sera le moment de lire les questions et de les lire attentivement pour un peu prédire, le contenu de ce qu'on va entendre. Donc ça met en place en fait tout un réseau de mots, ça nous prépare de faire ce travail de prédiction. Et si on l'a fait, on va être plus sensible et on va absorber plus d'informations. Comprendre les différents registres de langue, ça aussi, pour ces épreuves-là, c'est important parce que vous pouvez très bien entendre des expressions familières, des intonations familières dans les documents audio. Et les intonations familières, ça change l'équilibre de la phrase, ça change les groupes rythmiques, parce qu'on va enlever des E, on va enlever des syllabes. Et donc ça peut perturber. Donc si vous êtes habitué à écouter du français familier, ça va vous aider. Je dis français familier, oui, français familier, parce que bon, l'épreuve normalement c'est en français standard, donc c'est sur ce registre qu'il faudra vous concentrer, mais c'est bien de connaître non seulement du français soutenu, mais aussi le français familier, parce que c'est très probable qu'il y en ait dans les épreuves de compréhension. Donc voilà, ça inclut aussi les idiomes. Donc il y aura des idiomes, des mots spéciaux et une prononciation particulière. Les styles de texte, les tons employés. Donc sachez ce que c'est par exemple un texte informatif, un texte argumentatif, un texte narratif, donc ça c'est la base. Et repérer le ton qu'un auteur veut communiquer, ça vous donnera des informations également, ça pourra vous être utile. Surtout, je pense, pour par exemple la synthèse. La synthèse, ça peut vous être utile. En tout cas, on va, disons, plus attendre de vous que vous sachiez repérer un ton dans les épreuves C1, même si c'est pas un descripteur et même si c'est pas noté, mais ça fera partie de toutes les petites informations que vous pouvez accumuler et qui vous aideront à avoir une meilleure note finale. Donc voilà, quel type de texte, quel type de ton, si c'est un ton critique, si c'est un ton élogieux, si c'est un ton ironique, tout ça, ça peut vous aider. Savoir gérer la contrainte de temps, je pense que c'est super important. Entraînez-vous, chronométrez-vous. Il ne faut pas hésiter à mettre le chronomètre en marche pour que vous ayez une idée objective de comment ça se passe pour vous. Voilà. Alors, quant à la compréhension orale, je vous conseille de varier des écoutes, c'est-à-dire d'écouter des documents longs et des documents courts, parce que ce sera les deux types d'épreuves qui vous attendent. Les documents courts, les documents longs, ça vous permettra de développer votre attention, parce qu'être attentif pendant 6 minutes à une langue étrangère avec des mots compliqués, peut-être sur un sujet qui ne nous est pas familier, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc si vous vous entraînez avant pour ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, je vous conseille de connaître les sigles et les acronymes. Donc c'est comme pour le langage familier, il peut y avoir des petites incursions comme ça, des petits sigles qui vont être rapidement dits et qui vont être porteurs de sens en fait, énormément. Donc par exemple, on attend de vous que vous connaissiez SNCF, SDF, TF1,
des choses comme ça. Et les acronymes qui se lisent, qui sont des sigles qui se lisent, par exemple une BD, une bande dessinée, ou l'UNESCO. Donc ça, c'est toujours bien de le savoir, non seulement culturellement, mais aussi pour comprendre. Alors ici, je vous ai mis quelques ressources. Donc, écoutez des podcasts, écoutez la radio. Sur Radio France Internationale, elle regroupe toutes les radios françaises. Vous pouvez aussi trouver l'application France Inter, TV5 Monde, Euronews et des livres audio, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc le tout étant de fréquenter la langue en fait. Comme vous pourriez fréquenter quelqu'un, ben là vous fréquentez la langue française le plus possible. Ok, alors, quant à la compréhension écrite, ici je vais simplement vous donner des ressources. Donc lisez la presse, vous avez des journaux, les classiques, c'est-à-dire Le Monde, Le Figaro, Libération, 20 minutes. Il y a une actualité politique fascinante en France, comme vous le savez en ce moment, donc c'est l'occasion de vous y mettre. Moi, je m'y suis mis. Donc, voilà. Vous pouvez, si je m'y suis mis, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez vous y mettre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, regardez un petit peu l'actualité. Ça vous servira. Ça, c'est sûr. Donc, les magazines. Des magazines et aussi des magazines spécialisés. Par exemple, Ça m'intéresse, qui va être plutôt lié aux sciences humaines. Et Futura, qui va plutôt être lié aux sciences dures. Et il y a, comme vous le savez peut-être, pour le DALF, on peut choisir une option sciences ou l'option sciences humaines. Donc ceux qui sont plutôt branchés sciences, tenez-vous au courant, peut-être que vous le faites sûrement déjà d'ailleurs. Lisez la presse spécialisée. Voilà. Connaître des textes littéraires, j'ai mis quand même une référence. Qui sait, ça peut servir pour du langage soutenu par exemple. Et les autres, j'ai mis Falaina, c'est une application super, c'est une BD interactive sur l'iPad, c'est très agréable. Voilà, regardez. Ok, alors maintenant on va regarder en gros les épreuves d'expression. Tac. Alors, le descripteur pour les productions, j'ai pas corrigé la faute. Donc, épreuve d'expression, expression orale, expression écrite. On demande, la compétence principale, c'est savoir défendre un point de vue détaillé sur un sujet complexe, dans un discours clair et bien structuré. Voilà, donc je le répète. Donc ici, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le contenu de ce que vous dites, c'est pas les idées que vous allez exprimer qui vont être jugées, c'est votre capacité à exprimer ces idées. Votre capacité à argumenter. Vous voyez que dans les 4 compétences majeures, à chaque fois, on a argument qui revient. Et si on va analyser ces 4 petites phrases, on peut comprendre que introduire, développer, relier, conclure, ça vous demandera donc de structurer. Donc voilà, structurer et argumenter. Si vous avez ces 2 facultés, c'est un grand plus. Voilà. Ok, maintenant on va aborder le problème de la problématique. Non, la question de la problématique. Avant ça, on rafraîchit la bouche. Alors ici, donc vous allez avoir un texte déclencheur pour le B2 ou plusieurs pour le DALF. Il va falloir savoir dégager la problématique la plus pertinente au document. C'est-à-dire la problématique sur laquelle vous allez pouvoir développer un plan solide et une argumentation solide avec par exemple une thèse et une antithèse et une synthèse, ou avec un problème réel en expliquant des causes et en donnant des solutions. Donc plus votre problématique sera riche, exploitable et en rapport avec le texte, avec le thème, plus vous serez capable de développer des idées. Alors, comme je vous ai dit juste avant, le tout c'est de savoir argumenter. Donc on pourrait très bien dire, je peux très bien prendre une problématique voisine et argumenter si on me juge sur l'argumentation. Mais on va aussi vous juger sur votre pertinence à relever ce qui est important dans les textes déclencheurs. Et relever ce qui est important, ça va se traduire en gros par dégager la problématique. Si vous dégagez la problématique correcte, celle qu'on attend de vous,
vous vous exposez moins au risque de développer une problématique un peu farfelue ou un peu hors sujet, et après, lors de la deuxième partie de l'entretien oral, vous retrouvez avec des examinateurs qui vous déstabilisent parce qu'ils vont vous poser des questions sur la problématique qu'ils attendaient, que vous n'avez pas pris en compte, et vous allez vous sentir, vous allez peut-être perdre de la confiance, ou en tout cas déstabiliser, ça c'est sûr. Donc voilà, essayez de trouver là où les problématiques porteuses et de comprendre celles qu'on attend de vous. C'est assez facile. Si vous travaillez avec des manuels, vous allez comprendre un peu la philosophie de ces épreuves. Ok. Alors, le brouillon, c'est super important. Comment faire un brouillon? Le brouillon, c'est organiser sa pensée sous forme de notes. Sachant qu'on n'attend pas de vous que vous lisiez vos notes. C'est-à-dire mettre sur papier votre pensée et attention, pouvoir la relire. Qu'elle ait du sens. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir, alors c'est inversé ici, vous pouvez très bien avoir votre texte et écrire verticalement en fait. Donc, vous parcourez votre texte et vous écrivez de haut en bas verticalement vos notes sur votre brouillon. Ça, c'est une façon de faire, une façon verticale et classique. Ok. Alors, j'ai un peu anticipé. Donc, dans ce cas-là, alors, j'y reviendrai après. Je vais compléter en fait le fait de prendre des notes. Déjà, sans parler de à quoi va ressembler votre brouillon, ça j'y reviendrai après. Je vais déjà parler en fait du fait de pouvoir prendre beaucoup de notes rapidement. C'est-à-dire non seulement pour faire votre brouillon, mais aussi par exemple quand vous allez entendre la compréhension orale. Quand vous allez entendre la compréhension orale, vous allez être exposé à beaucoup d'informations. Si vous savez prendre des notes, ça va vraiment vous aider. Alors prendre des notes, écrire vite, écrire beaucoup d'informations, ça veut dire écrire vite et faire des abréviations. Donc voilà, sur certains manuels, ici c'est le DELF, ABC DELF, B2, j'ai trouvé cet exercice que je trouve sympa. Donc vous voyez, vous avez une liste d'abréviations, TJS, Quentin, donc par exemple toujours, quand, beaucoup, jamais, général. Voilà, donc ça, contre, il faut en fait savoir les utiliser. Ça va vous économiser beaucoup de temps. Donc non seulement j'ai trouvé cet exercice, celui-ci, et juste avant ou après, il y avait cet exercice que j'ai trouvé nulle part d'autre. C'est sur les symboles. C'est vrai qu'aussi on a des abréviations, mais on a aussi des symboles. Donc là, moi, il y en avait que j'utilisais pas, qui sont très sympas, comme par exemple ressembler à, s'opposer, appartenir à, n'appartient pas à. Donc tout ça, c'est si vous maîtrisez ces symboles, que vous savez les écrire, les faire correspondre et que ça soit juste, et savoir les relire, c'est super, ça va vous faire gagner du temps, surtout si vous associez ça avec les abréviations. Voilà, donc je reviens un petit peu où j'étais, excusez-moi pour cette incartade. Donc le brouillon. Donc rédiger un brouillon, bien sûr, donc vous pouvez utiliser ces abréviations et ces symboles. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Donc comme je le disais, vous allez prendre des notes, écrire vos notes de façon linéaire de haut en bas, ou vous pouvez aussi utiliser le système de carte mentale. Voilà, c'est-à-dire ici, je vous ai mis un exemple de carte mentale, vous avez le sujet au centre, le thème, et ensuite vous avez les idées du candidat. Donc peut-être vous ne voyez pas ici, parce que, bon, on ne voit peut-être pas très bien, mais il y a des couleurs, il y a un code couleur. C'est-à-dire que toutes les idées essentielles qu'elle veut développer, elle, parce que c'est une fille qui a fait ça, elle les a encadrées de rouge, les idées secondaires en vert, et je ne me rappelle plus à quoi correspond encadré en noir. En tout cas, ce qu'il faut savoir faire, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une carte mentale, elle correspond à votre système de pensée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas copier ce modèle. Le tout, c'est que ça ait du sens pour vous. Donc voilà, si vous voulez mettre des flèches, des couleurs, c'est à vous de voir. C'est une autre façon de travailler, c'est pas une façon linéaire et verticale. L'avantage, en fait, c'est que on peut faire le lien entre les idées. On peut visualiser, en fait, son schéma de pensée, ce qu'on a en tête, en un bloc. En un bloc et voir des liens qu'on aurait du mal à faire dans un brouillon linéaire, vertical. Voilà.
Donc ça, c'est une façon de prendre des notes. Voilà. Attendez, je vais j'ai peut-être loupé quelque chose. Ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Donc le plan, je le fais apparaître. Allô. J'ai mon slide qui est bloqué. Ah, ça y est. Ok. Donc voilà, très important, super important, les plans. Savoir faire un plan. Donc, je vous ai parlé du brouillon, il ne faut pas tout confondre. Donc, je vous ai parlé de la prise de notes. Donc, c'est le fait d'écrire. On va écrire sur un brouillon. Et ce qu'on va écrire, ça va être le plan. En tout cas, pour les épreuves de production. Donc, on va faire un plan. Ce qui est important, c'est de connaître les différents plans et savoir quel plan va le mieux répondre à la problématique que vous avez choisie. Donc il y a des problématiques qui vont appeler un certain type de plan, et il y en a d'autres qui vont appeler un autre type de plan. Donc on a principalement deux plans. C'est le plan analytique, ou le plan par résolution de problème, et le plan dialectique. Le plan analytique, ça va être un plan en 3 parties. Dans la première partie, vous allez faire un état des lieux, en gros, expliquer la situation. Dans la deuxième partie, vous allez expliquer les causes, ce qui a causé cette situation. Ou vous allez parler des conséquences de cette situation. Parce que forcément, il y a un aspect négatif, sinon on n'en parlerait pas, si tout était rose. Et cet aspect négatif, il peut être évoqué soit à travers des causes, soit à travers des conséquences. Et dans la troisième partie, vous donnerez des solutions aux problèmes, vos solutions. Donc ça, c'est le plan analytique. Le problème, les causes ou les conséquences et les solutions. On a l'autre type de plan qui est le plan dialectique, lui aussi en 3 parties. On va avoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. Je pense que vous connaissez ces termes. Donc, ce sont 2 plans, les plans classiques en fait, qu'on attend de vous. Il y a aussi des plans un peu plus marginaux, comme les plans thématiques, à savoir traiter la problématique sous différents aspects. Et voilà, vous pouvez trouver des détails sur ces plans dans les manuels, mais c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Comment choisir? Quel plan choisir en fonction de la problématique? Ok, donc ce qui est important, une fois que... Alors comment faire un plan? Donc déjà, il faut regrouper vos idées. Avant de faire le plan, il faut regrouper vos idées. Donc les idées, ça implique aussi que vous les trouviez, parce qu'on ne vous demande pas dans les épreuves de production de répéter des informations, mais de mettre votre expérience personnelle en jeu et de donner votre avis. Donc, comment trouver des idées? Il y a en gros 4 stratégies. La première, c'est d'utiliser les idées du texte. Il y a beaucoup de choses dans les textes, utilisez-les, comprenez-les et utilisez-les. La deuxième, c'est de faire intervenir votre expérience personnelle, ce que vous avez connu, ce que quelqu'un dans votre entourage a connu. La troisième, c'est d'examiner le sujet sous différents aspects. La quatrième, c'est de changer de point de vue, d'imaginer le point de vue de quelqu'un d'autre par rapport à ce sujet. Donc ça, ces 4 stratégies, ça va vous permettre de trouver des idées. Ces idées, vous allez ensuite, en fonction de la problématique et des idées que vous allez décider du plan. C'est un moment crucial et je pense que c'est le moment le plus difficile de l'épreuve. Voilà. Alors, je vous avais pas donné, en parlant de carte mentale, il y a une ressource sympa, une application, donc Mindly, c'est pour faire des cartes mentales. Voilà. Ok, alors, on va vous demander aussi d'avoir un fil conducteur dans vos productions, et ce fil conducteur, ça sera la présence de parties, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion. 3 parties.
Entre chaque partie, il faut qu'on puisse comprendre qu'il y a une transition. Donc, l'introduction, ça va consister à amener le sujet, poser le sujet, poser la problématique, l'exprimer, et ensuite diviser le sujet. Par diviser le sujet, j'entends annoncer votre plan. Dans une première partie, dans une seconde partie, en premier lieu, puis voilà, utiliser ces articulateurs pour diviser le sujet. Les transitions, vous pouvez apprendre des liens logiques par cœur, des types de phrases, et les utiliser entre chaque partie. La conclusion, chose importante, il va falloir donc répondre clairement sur la problématique qui est posée. Ça va être la première chose, répondre clairement. En conclusion, nous pouvons affirmer que, ou en conclusion, je pense. Donc utilisez je. Même si, et là vous allez reprendre un peu tous les points que vous avez développés avant, vous allez récapituler tous les points avancés, tous les points de la thèse, tous les points de l'antithèse. Vous n'allez pas les répéter, vous allez les reformuler. Et tous les points de la synthèse. Et tous ces points-là qui ont été récapitulés vous permettent de penser que. Voilà. C'est la structure qu'il faut respecter pour la conclusion. Élargissez sur une dernière phrase le débat à des problématiques voisines si vous le pouvez. C'est toujours un plus. Et concluez sur une phrase de type « merci de votre attention » plutôt que « voilà, c'est tout ». Voilà, ça passe un peu mieux, c'est un peu plus classe, on va dire. Ok, alors, on va parler... Attendez, que je prenne pas trop... Voilà, l'examinateur doit pouvoir sentir en fait ces différentes parties afin de les suivre avec facilité. Donc il faut aussi se mettre à la place des examinateurs qui voient une multitude de candidats et qui n'ont pas forcément le même degré d'attention après 15 candidats par exemple. Donc, comment maintenir leur attention? En leur donnant quelque chose de facile, quelque chose qui coule, qui est fluide, quelque chose qui est structuré, qu'ils puissent vous suivre où vous allez, où vous les emmenez. Après, vous les emmenez où vous voulez, mais en tout cas, qu'ils aient envie et qu'ils puissent vous suivre. L'argumentation, c'est une clé de voûte dans cette épreuve. Donc, je pense que c'est utile. Ça fait partie, donc c'est pas primordial, mais c'est utile. C'est des choses qui vont augmenter la somme des informations que vous avez à disposition. Savoir reconnaître les différents types d'arguments. On a différents types d'arguments. On peut très bien utiliser un argument d'autorité en faisant référence par exemple à une autorité en la matière. On peut essayer de convaincre à travers des données chiffrées en disant par exemple 95% des gens pensent que, donc comme c'est une majorité, ça a un poids. On peut utiliser des arguments de cause à effet, des analogies. Il y a beaucoup de types d'argumentation possibles et de types d'arguments différents. Je pense que c'est une bonne idée d'en connaître certains. Ensuite, je vous conseillerais de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, savoir ce qu'il faut faire, mais aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Je pense notamment à la langue de bois. La langue de bois, c'est l'art, en fait, d'éviter de présenter une réalité en faisant des tournures de phrases, en évitant le sujet. Donc, en fait, dire beaucoup de mots, mais parler de rien. Donc ça sera perçu. Il ne faut pas compter dessus. On verra très bien si vous avez une argumentation ou si vous ne l'avez pas. D'un autre côté, savoir ce que c'est cette langue de bois, ça vous permet aussi de savoir quand quelqu'un l'utilise contre vous. Donc, c'est aussi intéressant. Si vous pouvez enregistrer également des productions et écouter, donc ça c'est plutôt un travail qui se ferait dans un groupe, mais écoutez ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est difficile quand quelqu'un fait une production en direct, c'est difficile de se rappeler de tout. Mais si on enregistre, après on peut analyser. Et on peut dire, ben voilà, ici par exemple,
Tu as tourné autour du pot, tu n'as pas vraiment attaqué le sujet, tu as donné beaucoup trop d'exemples, tu t'es trop attardé sur cette partie. Donc, analyser, avoir en tête le plus possible de mauvais exemples, ça peut aussi vous aider. Il y a des exercices dans les livres, dans les manuels, savoir faire la différence entre les arguments et les exemples. Je vous conseille, c'est un peu plus basique, mais je vous conseille de le faire. Et donc, quant à cette argumentation, gardez en tête qu'il faudra présenter 2 ou 3 arguments au maximum. Si vous en avez 7, c'est trop. Donc, regroupez, essayez de savoir sous quels aspects on peut regrouper ces arguments et mettez-les en sous-arguments, par exemple. Voilà. Donc, pas plus de 2 ou 3. Il y a aussi une hiérarchie, sachant que ce sera l'argument le plus percutant, convaincant, qu'on exprimera à la fin, pour laisser l'impact le plus significatif sur le jury. Ok. Cohérence, cohésion. Donc, on va un peu schématiser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La cohérence, on va dire que c'est la logique qu'il y a à l'intérieur d'une phrase. Et la cohésion, c'est ce qui va lier les phrases entre elles ou des paragraphes entre eux. C'est une compétence qui est notée, qui représente jusqu'à 25% de la note finale sur les productions écrites, entre 20 et 25%. Donc c'est très important que ce que vous disiez ait un sens. C'est ça, ce qu'il faut comprendre ici. Donc, comment avoir un discours sensé? En utilisant les connecteurs, les liens logiques. Voilà, ici vous avez un petit exemple que vous trouvez dans les manuels. Donc, vous avez les liens sur la gauche, les mots expressions, et ce qu'ils expriment, la concession, l'opposition, l'explicitation, le complément, la conclusion. Ici, ils ont omis peut-être parce qu'ils pensent que c'est trop facile, mais bien sûr, les liens de cause, de conséquence, de but. Voilà. Donc mieux vous maîtrisez ces liens, mieux vous êtes capable d'exprimer une pensée claire et sensée. Alors, par rapport à la synthèse, par rapport à la synthèse et à l'essai argumenté, je voulais donner quelques conseils. Donc bien sûr, il y a les compétences primaires, qui sont ne pas répéter le texte tel qu'il est, donc le reformuler avec ses propres mots, restituer toutes les idées principales et secondaires qui sont communes au texte déclencheur, ne pas dire son avis, bien sûr. Il y a quelque chose aussi qui est important à mes yeux, c'est de savoir formuler en peu de mots, parce que la contrainte de mots qui est imposée, généralement c'est 220 mots avec une marge de 10%, c'est-à-dire en gros entre 200 et 240 mots, ça fait pas beaucoup. Et parfois, vous avez beaucoup d'idées. Donc, plus vous serez capable de savoir formuler des idées en peu de mots, plus vous allez économiser sur le nombre de mots autorisés. Donc ça, c'est une compétence qui est vraiment à prendre en compte. Et si vous l'avez, c'est vraiment super. Ça vous sera très bénéfique. Respectez la contrainte de temps également. Donc pour laisser argumenter, ça voudra dire, est-ce que je suis capable de faire une lettre ou mon essai en 1 heure? Et pour ceux qui passent le DALF, ça sera en 2h30, donc le temps de la production écrite. Est-ce que je suis capable d'écrire une synthèse et faire un essai argumenté? C'est pas facile. 2h30, généralement, on donne 1h30 pour la synthèse, qui est l'exercice quand même le plus difficile, et 1 heure pour l'essai argumenté. Donc la question ici, ça sera ça. Donc pour la synthèse, respecter la contrainte de temps, savoir formuler un peu de mots. Pour l'essai argumenté, je vous conseille de connaître quelques formules, je pense surtout aux lettres. Veuillez, mesdames et messieurs, recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées. Donc, ce genre de phrases. Donc il y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a 5 au début et à la fin. Et c'est vrai que dans une lettre, souvent, on va attendre de vous un registre soutenu, surtout sans ces phrases. Donc, connaissez-les par cœur. Et voilà. Comme ça, le problème sera réglé.
Laissez argumenter aussi donc la contextualisation de la consigne. C'est-à-dire, on va vous mettre dans une situation. Vous allez avoir une situation donnée. On va vous demander par exemple d'écrire une lettre ou de répondre à un forum, sur un forum, ou de faire un essai argumenté. Et chaque consigne va demander un style différent, un format différent. Et ça sera comptabilisé. Plus vous saurez vous adapter à ce qu'on vous demande, plus vous gagnerez des points. Voilà. Vous avez pas mal d'exercices aussi sur les manuels. Un petit bonus ici pour la production orale. Vous pouvez trouver l'application How to Pronounce. C'est de l'anglais, mais vous pouvez choisir le français et pas mal d'autres langues. Si vous travaillez vraiment seul et que vous ne savez pas comment prononcer un mot ou une phrase, écrivez-la et on la prononcera pour vous. Pour la production écrite, l'orthographe, pour pouvoir grappiller quelques points à droite à gauche, c'est-à-dire ne pas faire de fautes, vous avez le détecteur de fautes qui analysera vos fautes orthographiques et de grammaire. Voilà. Ok, maintenant on va parler un petit peu du débat. Donc on va regarder les descripteurs du débat. Donc l'élève, en tout cas le participant, est censé facilement préciser et défendre sa position en répondant aux questions, commentaires et contre-arguments, peut faciliter le développement de la discussion en recentrant ou en élargissant le débat, peut choisir une expression convenable pour attirer l'attention ou garder l'attention de l'auditeur. Donc ça veut dire que, en fait, les examinateurs vont vous demander des précisions. Des précisions sur votre opinion, vos arguments ou les solutions que vous allez proposer. Et il faudra pouvoir défendre ces positions. Ils peuvent aussi discuter vos arguments, c'est-à-dire les arguments que vous allez leur avancer, ils peuvent ne pas être d'accord avec eux. Et ils peuvent vous demander de suggérer une solution, comme ça, sur le tas. Et il faudra pouvoir le faire. Ça, en tout cas, si vous êtes capable de le faire, ça sera comptabilisé en votre faveur. Il faudra donc, comme vous voyez, savoir élargir le débat. Donc élargir ou recentrer. Ça c'est sûr. Si c'est trop évasif, il va falloir revenir à l'essentiel. Élargir le débat, c'est l'inverse. C'est aborder un thème voisin, placer le thème ou le sujet en perspective d'un ensemble plus grand, ou ça peut être aussi comparer la situation que vous avez devant vos yeux sur le papier avec la situation dans votre pays. Ça aussi, par exemple, ça s'appelle élargir le débat. Donc voilà, pendant ce moment donc, de communication avec les examinateurs, vous allez utiliser ce genre de phrase. Voilà, donc vous avez ici les fonctions de chaque expression, donc si ça va être structuré, si c'est une opinion, expliqué, précisé, illustré, vous avez plein d'exercices comme ça. Là c'était un exercice C1, ici c'est un exercice B2. Des amorces de phrases pour confronter le pour et le contre, réfuter la thèse adverse, minimiser la thèse adverse. Et il y en a un que j'ai trouvé sympa, donc c'est celui où on a les implicites. Donc les implicites, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé en termes clairs, c'est-à-dire c'est une question que le jury va vous poser qui va sous-entendre que vous preniez position. En posant cette question d'une certaine façon, ils disent en fait leur avis. Et il vous invite à le faire, mais pas clairement, pas explicitement, mais implicitement. Et ça, si vous pouvez le repérer, c'est fantastique. Ici, vous avez un petit exercice qui vous entraîne à ça. Donc, ce que je pense, c'est que ces trois exercices que je vous ai montrés, ces trois tableaux, et ils sont, comment dire, bien sûr, vous pouvez faire l'exercice, mais il faut pouvoir absorber ces phrases, les faire vôtres, savoir les utiliser. Parce qu'il faut prendre en compte le stress de l'examen et que dans des conditions de stress, vous allez avoir tout votre champ de possibilités qui va se réduire. Donc, si vous avez simplement une approche scolaire, c'est-à-dire faire ces exercices, ils ne vont pas vous être de grande utilité. Donc, c'est bien de les faire, c'est sûr, mais il faut les pratiquer. Ce sont des amorces de phrases qu'on utilise dans des conversations courantes, en fait. Donc, ici, ce qui va augmenter vos capacités dans un débat,
c'est le fait de parler français sur des sujets qui sont simples, mais peut-être faire un effort sur la formulation de ces phrases. C'est-à-dire plutôt de dire ouais, mais moi je pense que, utiliser selon moi, à mon avis, vous pouvez vous entraîner en fait dans la vraie vie. Parce que le débat, on débat tous les jours. Donc comment s'entraîner au débat? En débattant. En débattant, c'est un terrain sur lequel vous pouvez pratiquer tous les jours. Il suffit d'avoir des amis. Ok. Sinon, quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage pendant cette épreuve avec les examinateurs, c'est les outils métalinguistiques, c'est-à-dire le langage du corps, les intonations, tout ce qui ne relève pas du langage. Du moins, tout ce qui ne relève pas des mots, plutôt. C'est-à-dire un regard, un geste, une expression, une mimique, un accent sur un mot. J'entends par là, sur un des descripteurs du DALF, on vous dit dans la partie qui est sur la phonologie, c'est-à-dire la phonétique, il y a un critère qui dit savoir utiliser l'accent phrastique. L'accent phrastique, ça va être de dire que c'est précisément ce qu'il nous faut. Voilà, donc là je viens de le dire, je viens de faire un exemple. J'ai insisté sur le mot précisément. Ici c'était un mot. L'accent phrastique, ça peut aussi se placer sur un groupe de mots. C'est pour mettre du relief à ce que vous dites, ça va déjà attirer l'attention si elle a été perdue, et ça va donner de la consistance à votre discours. On va comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce que votre ennemi, c'est la monotonie. Voilà. Donc sachez utiliser ce langage. Vous pouvez aussi vous enregistrer en vidéo et vous observer. Donc, personne n'aime le faire. Enfin, si, il y en a qui aiment. Mais en tout cas, si vous le faites, vous allez voir comment vous exprimer au niveau des gestes, au niveau de votre regard, au niveau des pauses, savoir faire des pauses pour faire respirer votre discours. Tout ça, c'est important et c'est pris en compte. Aussi, assurez-vous de bien avoir compris. N'ayez pas peur de demander à l'examinateur de répéter. Ils sont là pour ça. Vous n'allez pas perdre de points, mais c'est mieux de demander de répéter que de partir sur quelque chose qui est hors sujet parce que vous n'avez pas compris. Donc assurez-vous d'avoir bien compris et de bien vous faire comprendre également. Donc observez leurs réactions, leurs mimiques, toujours ces outils métalinguistiques dont on parlait. L'auto-évaluation, donc voilà, utiliser ce genre de grille, c'est très peu objectif en fait de s'auto-évaluer parce que c'est difficile. C'est difficile pour tout être humain d'avoir une opinion objective sur soi-même. Apparemment, c'est quasi impossible. Donc, si vous travaillez en autonomie, essayez quand même de le faire. Vous avez quand même des critères par rapport aux notes que vous pouvez avoir ou aux exercices que vous allez faire. Vous allez voir si vous les réussissez bien. C'est vrai que c'est sur des critères qui sont subjectifs, comme par exemple une production qui va être très difficile de vous juger. Mais faites-le. Faites-le le plus possible, en tout cas, sur ce qui est évaluable. Tout est évaluable, mais tout sur ce qui est évaluable objectivement. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, oh là là, ça va vite. Donc, les outils langagiers nécessaires. Je vais essayer d'accélérer. Donc, on a lexique et descripteur. La lexique, en gros, c'est le vocabulaire. C'est noté sur 4, sachant que c'est sur 25. La morphosyntaxe, ça va être la grammaire. La maîtrise du système phonologique, c'est la prononciation. Et l'accent phrastique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comment améliorer son style? Comment utiliser ces outils langagiers au mieux? Donc, par exemple, ne pas utiliser des verbes passe-partout. Vous les avez, par exemple, le verbe avoir, le verbe être, et avec le verbe dire, on peut mettre plein, ça peut comprendre plein de verbes différents. Donc, au lieu d'utiliser avoir, utiliser obtenir, au lieu d'utiliser faire, utiliser créer, au lieu d'utiliser être, utiliser représenter. Voilà. Au lieu d'utiliser dire, utiliser affirmer, exprimer. Donc ça, ayez à votre panoplie le plus possible de verbes. Les verbes d'évolution aussi, par exemple. Vous allez toujours avoir des analyses de chiffres dans les documents déclencheurs, plus ou moins. Donc ça va être les verbes d'évolution, c'est ce qui augmente et ce qui diminue. On a tendance à toujours utiliser le verbe augmenter et diminuer et les employer à tout va.
alors qu'il y a plein d'autres verbes qui vont même préciser s'il s'agit d'une augmentation positive ou négative, par exemple, ou d'une diminution. Par exemple, réduire, dégrader, stagner, améliorer, progresser, tous ces verbes-là, utilisez-les. Essayez de connaître quelques figures de style, ça vous donnera plus d'informations. Donc des métaphores, des euphémismes, une antiphrase, une anaphore, ces quatre-là, je pense qu'ils peuvent être utiles à connaître. Certains idiomes, si vous savez les employer, c'est super, ça vous fera gagner des points, c'est ce qu'on attend de vous au niveau C1, que vous sachiez utiliser les idiomes courants. Ensuite, les procédés linguistiques, la nominalisation, ça permet de dire énormément d'informations en un mot, ça va alléger le style, éviter les répétitions, c'est très utile pour la synthèse, donc par exemple, vous avez l'adjectif simple, le nom ça va être simplicité, vous avez le verbe adopter, le nom ça va être l'adoption. Le conditionnel, il a beaucoup d'utilisations, dont celle de formuler des hypothèses qui va vous être utile pour avancer avec doute, par exemple, certaines choses lors de vos entretiens. Si vous allez dire par exemple, on pourrait croire qu'il s'agirait, donc ces tournures-là, ça va donner des nuances dans votre discours et c'est ce qu'on attend de vous. Le discours rapporté, pour pouvoir utiliser des verbes un peu plus savants pour rapporter les paroles des journalistes ou ce que vous avez dans le texte déclencheur. Donc utiliser les verbes déclarer, ajouter, insister, prétendre et bien sûr faire la concordance des temps qui va avec. Donc ça, si vous maîtrisez, c'est très bien. La mise en relief, toujours pour casser la monotonie, c'est qui, c'est que. Par exemple, c'est la direction qui m'a demandé cela. C'est par amour que j'ai fait ça. Donc c'est tournure. C'est pour insister sur un groupe de mots, donner du relief à sa pensée, encore une fois, et insister. Reformulation, c'est ce qu'on attend de vous à la synthèse. Savoir paraphraser, en gros. Vous avez beaucoup d'exercices dans les manuels. Ici, les ressources, je zappe, je vais aller vite, vous les retrouverez plus tard. Les avantages du travail de groupe. Alors, le grand avantage, c'est le feedback. C'est-à-dire, vous n'êtes pas exposé au risque de vous sur- ou sous-évaluer si vous êtes tout seul, parce que vous allez avoir un œil qui va vous juger, un jugement de quelqu'un d'autre, qui lui sera objectif. Donc ça peut être un père, c'est pas un père, un papa, mais un autre étudiant, ou un professeur qui va le faire en live, ou qui peut juger votre production après, par exemple. Il y a une sorte d'émulation qui se crée en groupe, une mise en commun des ressources, des intelligences. Quand j'entends ressources, ça veut dire que dans un groupe, on peut travailler ensemble et mettre des ressources online, par exemple. Dans mon groupe C1, j'ai un document, un Google Doc, où chacun va compléter en fonction des textes qu'on voit les différentes problématiques avec des différents mots-clés. Avec ces mots-clés, ces problématiques. Donc c'est quelque chose qu'on construit en commun. C'est une co-construction du sens qu'on met à disposition de tout le monde. Ça encourage l'investissement des élèves. On découvre d'autres points de vue, on découvre d'autres façons de manipuler le langage, de s'exprimer, et ça nous fait des modèles différents. Donc ça, c'est vraiment très bénéfique, très profitable. Il y a aussi le fait de la compétition utile. On voit quelqu'un progresser, ça nous motive, on rentre dans une compétition qui est bénéfique. Ça aussi dédramatise les conditions d'examen. Si on peut s'entraîner en groupe, ensemble, on prend l'habitude d'avoir des monologues suivis qu'on ne fait jamais dans la vraie vie, ou très rarement, à moins que vous soyez youtubeur ou conférencier, c'est-à-dire parler tout seul. Donc voilà, si on le fait entre nous, ça va vous habituer à le faire et ça va dédramatiser la situation. En groupe, on peut également travailler donc tout ce qui est les exercices de débat qu'on ne peut pas faire tout seul. Voilà. Et en groupe, on peut aussi jouer à des jeux. J'ai des excellents jeux de société très sympas qui permettent de développer l'argumentation. Voilà, donc ça, c'est encore une fois l'avantage de travailler en groupe. Il y a le travail en tandem. Donc voilà, ça vous le verrez plus tard, c'est en gros ce que j'ai dit. Le travail en tandem, donc c'est à deux, en binôme. On peut très bien choisir une problématique à deux et se donner 3 minutes pour trouver toutes les idées par rapport à cette problématique, les avantages et les inconvénients. Et ensuite, discuter ces inconvénients, essayer d'y trouver des solutions, comparer. Donc voilà, mettre en gros les idées de deux personnes, mettre en commun les idées, c'est super. On peut faire aussi l'exercice de l'avocat du diable, où il y en a un des deux qui va toujours trouver quelque chose à redire aux arguments qui sont avancés par l'autre. Donc ça va l'obliger à toujours à avoir du répondant en fait, à toujours trouver quelque chose pour convaincre. Et on peut avoir des idées originales qui vont émerger de tout ça. Ok, bon, j'ai un petit peu accéléré sur la fin.
J'ai presque fini. Je voulais maintenant vous présenter des ressources que vous avez aux éditions Clé Internationales. Donc je me suis basé, j'ai utilisé les petits tableaux que vous avez vus, ils sont extraits de ces 4 manuels. Donc vous avez en gros la collection ABC DELF B2 et DALF, et aussi les manuels DELF B2, DELF C1, DALF C1. Pourquoi je les aime bien? Enfin, je vais vous dire ce que j'aime bien de ces manuels. Dans celui-ci, c'est les documents iconographiques. Donc un document iconographique, c'est une image en gros, qui sont sur les textes déclencheurs, et c'est sympa. C'est pas fréquent et c'est sympa. Et c'est quelque chose que vous pouvez avoir à l'examen aussi. Donc c'est une bonne mise en situation. Beaucoup de sujets types. Ce que j'ai mis, DALF C1, c'est 2 excellentes préparations aux épreuves de compréhension. Donc ce que je disais, il y a des exercices pour repérer la nature des messages, le registre de langue, les intentions des personnes enregistrées, les lieux, etc. Et beaucoup d'exercices sur la contextualisation de la consigne et du choix de format pour laisser argumenter. Ça, j'en ai parlé un petit peu avant. En complément, vous pouvez très bien utiliser, bien sûr, la classique grammaire progressive. Alors, grammaire vocabulaire, ce sera les deux plus utiles. Niveau perfectionnement et avancé. Donc, voilà. Et il y a récemment une série qui est sortie, compétences. Donc là, communiquer à l'écrit, ça va être l'expression écrite. Donc, ces compétences, les 4 compétences, des exercices spécifiques. Voilà. Nos formations DALF, on a un cours qui ouvre le samedi. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez toutes les infos sur le site, les informations lequartierfrançais.ru. De 14 à 16h15, on fait le DALF. De 17h à 19h15, on fait le DELF. Voilà, tous les samedis. Voilà, bah, j'ai un petit peu speedé à la fin. Donc, avant de vous dire ça, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y en a. On va essayer d'y répondre en fonction du temps qu'on a. C'est pour les auditions en sciences exactes, quel niveau B2 c'est un... Alors, Alexandra, le DALF option sciences, c'est au moment de votre inscription, vous allez choisir quel sujet vous voulez avoir. C'est vous qui choisissez. Donc, c'est soit les sciences humaines, généralement c'est ce que la plupart des candidats choisissent, soit les sciences. Voilà, donc si vous avez un profil scientifique, vous pouvez, c'est pour le DALF, c'est pour le C1, vous pouvez choisir cette option. Voilà, il me reste 2 petites minutes, je ne sais pas quand est-ce qu'on va m'arrêter. Et tu vois? Ok. Voilà, donc voilà, pendant qu'on ne m'arrête pas, allez-y, posez vos questions. S'il y a encore du monde, je vois qu'il y a 33 personnes. En tout cas, bon, je suis allé vite, j'espère que, enfin surtout sur la fin, j'espère que je vous ai donné... Alors DELF pour les enfants, on n'en parle pas aujourd'hui, ça existe, il y a le DELF scolaire, DELF prime, regardez le DELF junior, peut-être vous pouvez le faire passer à l'école de votre enfant. Il y a certaines écoles qui proposent ça, B1, B2, et tous en fait. Voilà, donc on a vu pas mal de choses. Je vous ai donné pas mal de stratégies, pas mal de ressources. J'espère que ça a été profitable. Vous pouvez me contacter, trouver mes coordonnées, lequartierfrançais.ru, lequartierfrançais@yandex.ru. L'argument le plus pertinent doit être à la fin. Bah voilà, c'est-à-dire que si vous allez présenter 3 arguments, l'argument pour lequel vous avez le plus, auquel vous croyez le plus, vous allez le présenter à la fin de votre argumentation pour laisser un impact conséquent sur l'auditeur. Voilà. Je suis encore ici. Je vous écoute. Ah bon? Merci Vera. Dites-moi ce que vous avez aimé, s'il vous plaît. Écrivez-moi. C'est important pour moi.
Je m'excuse de ne pas avoir été très didactique, de ne pas vous avoir laissé respirer. J'avais beaucoup d'informations à communiquer, je vous les ai toutes posées sur la tête, en bloc. Donc il y a beaucoup de choses à digérer, je pense. Donc n'ayez pas peur de regarder à nouveau le webinaire, à votre rythme, de regarder les ressources. Viela, si vous êtes là encore, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez aimé? Vous me dites que c'est excellent, moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Et les autres, bien sûr, si vous avez des questions. 31 personnes, il doit y avoir quelques questions quand même. J'entends les pas d'Aliona, non? Qui vont arrêter ce webinaire.